Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On Jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses coups de cœur en cinéma, un film détesté et un plaisir coupable, un film un petit peu plus quétaine qui l'a marqué. Mon nom est Guillaume Saint-Cyr et aujourd'hui mon invité est Charles Thompson-Leduc. Salut Charles! Salut, content d'être là, merci de m'inviter. Ben, ça me fait plaisir. Bon, on va mettre les choses au clair, t'es un bon ami, fait que je risque de t'appeler Chuck la plupart du temps parce que c'est comme ça que je te connais dans la vie. Pour les gens qui ne te connaissent pas, pour les néophytes du podcast, t'es l'animateur du Petit Bonheur, Oui. Tu produis Les Machines, Oui. En route vers tout Survivor de Jean-Thomas Jobin et Mike Ward, qui est le podcast où Jean-Thomas Jobin apprend à parler en anglais pour participer un jour à Survivor. Absolument. T'es aussi producteur de Vieux Garçons. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mon Dieu, ton CV de podcasteur est foisonnant, ma foi. Oui. Ben, j'ai travaillé sur l'élaboration de plusieurs podcasts dont je ne travaille pas sur la production, mais dont j'ai été idéateur puis j'ai aidé à propulser ces podcasts-là au début. J'ai aidé un peu Jerry Alain avec le WhatsApp podcast. J'ai aidé certains artistes à lancer leur podcast. Puis après ça, moi, j'ai travaillé avec le Minifest pendant des années. Là, je travaille encore avec eux comme directeur de la programmation pour les podcasts durant le festival Minifest à Montréal. Puis je travaille aussi sur le Festipod, qui est un festival de podcasts comme uniquement niché là-dessus, qui présentement est suspendu évidemment à cause du COVID, mais qui va reprendre de plus belle dès que le confinement va être levé. Formidable. Chuck, c'est né comment ton amour du cinéma? Comment est-ce que tu as été introduit à cet art-là? C'est vraiment pas compliqué. Quand j'étais plus jeune, ma mère, en tout cas mon beau-père, en fait, le chum de ma mère, avait accès à un projecteur. Et quand j'ai commencé à écouter des films jeunes, j'écoutais des films, c'était cool, puis tout, mais quand lui est arrivé dans notre vie, il a commencé à projeter des films sur le mur de la maison, puis qu'on commençait à écouter ça à partir du mur de la maison et qu'on écoutait à tous les samedis. Un nouveau film, bien évidemment, il y a la curiosité du cinéma qui est venue en moi, puis il y a de plus en plus le cinéma, c'était toujours des nouvelles histoires, puis je suis tombé là-dedans, puis ça a commencé super jeune comme ça. Donc, je voyais des films projetés sur le mur, puis je pense que c'est ça qui arrive. Quand tu projettes tes films sur un mur, un peu comme au cinéma, mais tu es à la maison, puis tu fais ça très jeune, tu donnes quasiment automatiquement la piqûre à tous les enfants qui sont là pour le cinéma, pour le 7e art. Fait que ça a été à partir de là. Tout à fait. Te rappelles-tu des premiers films qui t'ont marqué? Ben, le premier film que j'ai vu de ma vie, je pense que c'était Le Roi Lion. Quand j'étais jeune, j'étais allé voir au cinéma. Évidemment, C'est quand même une belle introduction quand t'es petit, Le Roi Lion. Là, Assez. Ouais. C'est un grand film. On a été bien servis. On était bien servis. Totalement. Ouais. Puis ben, après ça a été, tu sais, les films plus jeunes, j'écoutais les films de notre enfance. C'était les films de Disney, évidemment, qui passaient beaucoup. Mais là, quand j'ai commencé à écouter les Mighty Ducks, puis là, les films avec des vraies personnes, j'ai commencé à regarder de tout, tu sais, puis on a vraiment regardé des comédies comme on a regardé des drames quand j'étais jeune, toute ma famille et moi. Des films qui m'ont marqué quand j'étais jeune. C'est une bonne question. Si je l'avais su, je t'aurais sorti une liste, là. Ça passe de Independence Day, gros film d'action qui était sorti dans le temps, que j'étais allé voir, que je regardais quand j'étais plus jeune. J'avais moins de 13 ans, mais je l'ai loué. Puis quand même, puis je regardais, puis je me sentais un peu illégal. À des films ultra niaiseux comme The Big Green, qui est un film de Disney de soccer que j'écoutais quand j'étais petit. Ah ouais, c'est vraiment J'ai jamais même entendu parler de ça. T'es sûr que tu te trompes pas avec Flubber? Non. Tu sais, les films un peu insignifiants là, de Disney qui passent un peu dans le beurre, que personne n'a vu à part le monde qui avait vraiment l'âge pour l'écouter. Mais moi, j'avais écouté, c'est ça, ces films-là. Sinon, c'est des Carmina. Tu sais, j'ai écouté toutes sortes d'affaires. Des belles répliques dans Carmina. La Florida, il y avait des films québécois, puis après ça, des films américains. Puis là, les films français, tu sais, les premiers films français aussi qui m'ont beaucoup marqué. Le Dîner de con. Moi, j'avais écouté... qu'est-ce que j'avais écouté qui était... comme vite de même, il y a tellement
plein de films de plein de Mhm. places qui m'ont marqué. Et après ça, ben c'est ça. Le cinéma, vraiment, c'était ancré en moi. Et là, j'ai commencé à voir des films et à regarder des films par moi-même. Mhm. De moi-même. T'étais-tu fan de Adam Sandler? J'étais fan de Adam Sandler quand j'étais petit. Oui, oui. Depuis Happy Gilmore. Moi, c'était Happy Gilmore avant Billy Madison. Mhm. Puis après ça, je l'ai écouté Billy Madison. Puis j'avais écouté après ça toutes les autres qui ont suivi. Là, Ouais. Big Daddy, Mr. Deeds, toutes les Adam Sandler. Fait que oui, quand Ouais. j'étais jeune, j'étais fan. Jusqu'à temps que tu tombes sur un film de Adam Sandler qui a vraiment marqué ta vie, qui est Oh, Punch wow. Drunk Love de Paul Thomas Oui, Anderson. oui, Un film de 2002. effectivement. C'est un merveilleux segue que tu viens de faire ici. Tout à Merci. fait. Oui, Punch Drunk Love, un des 3 films qui sont vraiment des coups de cœur. Adam Sandler, tu le reconnais pas dans ce film-là, vraiment. Là. Je veux Vraiment dire, pas. Puis pourtant, il est lui-même, là. il est vraiment lui-même. Il y a une lignée de films. Tu sais, il y a comme 2 ou 3 ou 4 films maximum que Adam Sandler a fait qui étaient sérieux. Tu sais, il a fait Ring Over Me, il a fait Spanglish, Meyerowitz Stories. Moritz Stories, Ouais. Spanglish. Mais Spanglish, encore là, ça se voulait comme une comédie légère. Mhm. Euh, Et l'incroyable Uncut Gems. Je sais pas combien de fois il va falloir que je répète dans ma vie à des gens d'aller regarder Uncut Gems. c'est extraordinaire. C'est extraordinaire Ouais. ce film-là. C'est un film qui Mais est tellement marquant. ce qui a lancé le bal de Adam Sandler, l'acteur dramatique qui est capable de leader un drame puissant, c'est Punch Drunk Love. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un gars qui est un peu perdu, qui a de la misère à connecter même avec sa famille, qui se sent très seul et qui se sent aussi très faible. Et tu sais, il tient une petite compagnie, les affaires vont pas très bien, c'est ça, ça va plus ou moins bien, jusqu'à temps qu'il rencontre une femme et qui tombe en amour, comme mais par-dessus la tête. Et cette rencontre-là, ça le marque profondément et à cause de ça, ben, son amour fait en sorte que lui, il acquiert une force incroyable et il devient plus fort que tout. Et cet amour-là, cette espèce de gros amour-là, fou, bien raide, qui rentre dans le corps, puis qui passe à travers tous les orifices, puis tous les doigts, puis les yeux, puis les cheveux, ben lui, il l'a, puis ça le rend complètement fou. Et fou d'amour, mais fou de tout. Il devient violent, il devient fort et il est capable de défendre n'importe qui et n'importe quoi sur son passage. Et c'est ce qui se passe dans le film. Il devient fort et il vient à un moment donné à se défendre lui-même et on ne le reconnaît pas du tout à cause justement de son amour qui vient de passer à travers le corps. Ouais. C'est un film magnifique, justement. C'est un film où ses rapports familiaux sont très tordus. Il y a quoi? Il y a genre 57 sœurs, là. Il vient d'une famille. Il y a juste des femmes. Je me souviens plus, il y en a combien? 3-4, là? 3-4 sœurs? Oui, comme genre, il y en a comme pour vrai, là, 7-8, là. Il y a vraiment beaucoup de sœurs, là. C'est fou. Qu'il le ramène toujours à la fois, quand il était petit, où il a pris un marteau, puis il a défoncé une fenêtre. C'est toujours cette histoire-là. Party de famille après party de famille, c'est cette histoire-là. Ouais. Tu viens toi aussi d'une famille relativement nombreuse. Là. Vous êtes 3 gars chez vous. Ouais, ben en fait, j'avais 3 gars chez moi. On était 2 frères, puis il y avait, quand j'étais plus jeune, j'étais avec aussi les enfants du chum de ma mère. Donc, on était 6 en tout. T'en reconnais-tu un peu dans cette dynamique-là familiale de Punch Drunk Love quand tu vois tes propres rapports familiaux? Je dois t'avouer que non. À part une affaire, c'est que oui, tu sais, il y a un côté mouton noir ou un côté je me sens vraiment, vraiment détaché de ma famille, comme lui, il se sent détaché de sa famille. Donc oui, il y a ça qui est très présent. Mais sinon, non. Par contre, je me sentais quand même dans une famille très... tu sais, je veux dire, dans le film, le frère de ces 8 sœurs-là est quasiment rendu accessoire. Tu sais, il est là, puis les sœurs prédominent vraiment la discussion. Puis lui, il est vraiment là comme étant, c'est ça, le gars qui... Il y a une petite anecdote à propos de lui, mais c'est pas tellement important. Puis je pense pas que j'étais accessoire dans ma famille du tout. Je n'étais pas parmi mes accessoires parmi mes frères, parmi ma soeur, ma belle-sœur qui était là. Puis, mais je me sentais par contre, définitivement, comme le personnage d'Adam Sandler, comme un petit peu détaché de tout le monde.
juste en général, très, très solo, très seul, très indépendant. Puis c'est vraiment la nature de ce personnage-là dans ce film-là. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je reconnecte beaucoup avec son personnage. Je ne sais pas si l'amour me rend aussi fort que lui et aussi c'était ma fou prochaine que question lui. d'ailleurs. Une bonne question. Je sais pas. As-tu déjà fait des folies par amour? Des folies par amour? Ouais. Mon Dieu, je sais pas. Hey, c'est une bonne question. Des folies par amour. Quand j'étais jeune, j'étais très. Ben, tu sais, j'étais un lover boy, mais tu sais, de faire des grandes folies, je ne sais pas. Quand j'étais plus jeune, je raccompagnais, mettons, ma blonde du temps, puis je prenais l'autobus pour l'accompagner jusqu'à chez elle, puis ça prenait en tout, genre 1 heure et demie. Oui, parce que je me faire rappelle, ça. toi, tu viens de la rive sud de Ouais, Montréal. ouais. Plus précisément, c'est Saint-Lambert. Saint-Lambert. Ouais. Fait que les autobus, le transport en commun rendu dans ce coin-là, il est plus Pas souvent super. hasardeux que d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est long. Puis, tu sais, de se rendre de la station Longueuil, après ça, aller jusqu'à Boucherville, puis revenir, puis c'est du trouble. C'est long. Puis, c'est ça, j'ai été très patient pour accompagner ma copine du temps. Puis, mais une folie en soi, je sais pas. C'est une bonne question, faudrait que j'y repense. Ouais, puis quand tu repenses à Punch Drunk Love, c'est quoi les scènes, les moments, qu'est-ce qui vient te toucher avec ce film-là? Ben, principalement, puis c'est un peu de même pour les 2 autres films aussi, mais c'est l'ambiance. Je suis un gars, je suis un gars d'ambiance. J'aime quand un film te marque parce qu'il y a une espèce de lignée à travers le film qui te transporte. Et puis, Punch Drunk Love, ben, c'est comme un peu une aquarelle. C'est comme une peinture, c'est comme une aquarelle. Punch Drunk Love, c'est très. S'il y avait comme de l'eau qui coule le long, puis de la peinture, puis ça fait des traînées de peinture. C'est un peu ça, Punch Drunk Love. Ça se suit continuellement, puis il y a une espèce de trame de clavecin qui joue en fond pour donner une espèce d'élément de stress qui est vraiment intéressant parce que ça te passe à travers les oreilles, ça te passe à travers le corps, puis tu es stressé avec le personnage principal qui est comme toujours un peu nerveux de tout. Et c'est vraiment la beauté de Paul Thomas Anderson qui a réussi à manier la musique avec l'ambiance et le rythme du film tout le long. Tout à fait. Et qui te rend un petit peu, c'est ça, c'est nerfs, un petit peu nerveux. Puis, en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai trouvé magique, c'est cette ambiance-là durant tout le film. Parce que tu sors de là, puis t'es comme, wow, j'ai vraiment passé à travers une belle histoire, mais une histoire qui m'a nu, tu sais, les deux bras, une les deux bras, puis je bouge pas, je suis pris dans ce film-là, dans cette histoire-là, dans cette ambiance-là. Si on reste dans l'esprit des rapports familiaux, des films d'ambiance, l'autre film que tu m'as envoyé, c'est Nebraska. Oui. De Alexander Payne, Oui. à qui on doit les magnifiques films About Schmidt, surtout, avec Jack Nicholson, Sideways, puis Election, qui est plus une comédie. En fait, il fait pas mal souvent toujours des comédies très noires, très, très cyniques. Ouais, tout à fait. Nebraska n'y fait pas nécessairement exception. C'est avec Bruce Dern, Will Forte et Bob Odenkirk qui est une petite apparition. Ouais. Encore là, peux-tu me résumer Nebraska? Ça parle de quoi? Ça raconte quoi comme histoire? Oui, ben c'est pas compliqué. C'est que c'est l'histoire d'un fils qui est interprété par Will Forte qui va accompagner son père dans un espèce de road trip. Son père aurait gagné par hasard un gros prix d'une compagnie, d'un produit que ça fait des décennies qui n'existe plus. Mais il est convaincu qu'il a gagné ce prix-là et il va aller le réclamer à la compagnie. Donc, il doit aller, je pense, au siège social de la compagnie en soi. Puis son fils lui explique, c'est lui ramener à la raison, puis lui dire, écoute, c'est sûr que ce prix-là n'existe plus. Puis là, son père, lui, est vraiment, il est sûr qu'il a gagné, donc il veut vraiment y aller. Et dans le fond, c'est l'histoire c'est un road trip père-fils à travers le Nebraska. Puis, ben, à travers le Nebraska, ils vont rencontrer, ils vont revoir leur famille, puis ils vont reconnecter, dans le fond, avec des membres de la famille qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Et c'est une histoire absolument magnifique. C'est ça, vraiment un amour père-fille. Père-fils et c'est vraiment un récit que personne ne peut manquer, là, ne doit manquer. Vraiment, là, c'est un film qui te sidère. Là, comme de A à Z, tu es plongé dans ce film-là et tu ne peux pas ressortir. C'est vraiment très bon.
Puis justement, ben, t'es un gars, je sais, qui aime faire de la route aussi. T'es un gars qui aime partir loin en char. Ouais. Euh, As-tu déjà eu sans nécessairement aller visiter de la famille, tout ça, mais t'es-tu déjà parti de même ou as-tu des voyages familiaux qui t'ont marqué? Oui, mais quand j'étais plus jeune, ouais, Ouais? c'est une bonne question en fait, parce que oui, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, j'allais avec ma mère, puis justement mon beau-père, puis ses enfants. Donc, on était 6 dans une espèce de mini-fourgonnette. En fait, on était 8, les deux parents, puis les 6 enfants. On allait à Ogunquit quand j'étais plus jeune. OK, Donc, oui. il y a vraiment un côté road trip. J'écoute de la musique, je relaxe pendant une couple d'heures. T'écoutes quoi Où comme j'essaye musique de à ce relaxer. moment-là? The Cure, beaucoup de Cure. C'était OK. un groupe des années 80 British que j'aime beaucoup. J'écoutais beaucoup de Cure et sinon, c'était du François Pérusse, comme Oui. tout le long. Parce que, évidemment, mon amour pour François Pérusse n'arrête jamais. Alors, j'écoutais puis de la musique du moment, dans le temps. J'enregistrais le 6 à 6 dans le temps sur des cassettes, puis j'écoutais les compilations que je me faisais. Mais c'est ça, François Pérusse, The Cure, c'était vraiment des groupes que j'écoutais beaucoup. Mhm. Mais je sais pas, encore une fois, je pense le personnage de Will Forte, il me rejoint beaucoup parce que Mhm. lui aussi, c'est un, tu sais, il est par lui-même, il est un peu loner, puis il parle à son père, il texte son père, mais tu sais, il est plus ou moins connecté aussi avec, puis il fait le trip avec lui, mais ça va un peu les reconnecter ensemble, puis c'est vraiment, vraiment un magnifique film à propos justement d'une relation père-fils à travers ça. Puis, fait que oui, c'est ça. C'est pour ça que justement, Nebraska me parle beaucoup. Tu sais. Mhm. C'est justement quelque chose que tu aimerais faire à un moment donné, seul à seul avec ton père, partir en char pendant une couple de jours, puis vivre une espèce d'aventure comme celle-là, sans Ouais, nécessairement. Bon, tu sais, il y a toujours la question dans Nebraska, est-ce que le père qui est joué par Bruce Dern fait une forme de démence, là aussi? tu te Euh, demandes ça tout le long, ouais. ouais, c'est Vraiment, là. ça. Puis le fils, tout le long, là, il est comme, ben, OK, je vais t'accompagner, mais tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est un peu l'espèce de vieille histoire de c'est pas le but, l'important, c'est le voyage. Exactement. Ce film-là le met en relief. Puis juste d'écrire l'histoire, c'est déjà ça. Mais as-tu ce fantasme-là de partir un jour, un gros road trip avec ton père? C'est sûr. Oui, tout à Ouais. fait. Il n'y a pas de question là-dessus, ce genre de road trip-là. Peut-être pas avec mon père qui est dément, là, puis qui pense qu'il a gagné un multimillion dans un espèce de produit, là, mais c'est sûr qu'un un road trip de même, absolument. Oui, oui. J'en ai fait un avec ma mère, c'est pas Oui. tellement longtemps, une espèce de voyage mère-fils, puis ça m'a vraiment marqué. Mais je pense qu'il faudrait quelque chose comme ça avec mon père, c'est sûr. Mhm. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène, ces voyages-là? Justement, tu sais, t'en parlais tantôt, tu es un peu le loner dans ta famille. Puis Ouais. moi-même, je me sens un peu comme le loner dans ma famille. Puis j'ai fait un voyage à Paris avec mon père qui nous a vraiment connectés beaucoup. Tu dirais que toi, ça t'apporte quoi? Ben, ces voyages-là, je dois t'avouer, c'est le vide, là, évidemment, mais Mhm. ça c'est facile parce que tout le monde, quand ils s'en vont faire un road trip, tu sais, c'est le vide. C'est le vide de regarder des paysages puis pas beaucoup penser. Je sais pas, il y a quelque chose de. Nebraska, c'est comme un road trip qui te fait penser un peu à rien, mais qu'en même temps, il y a quelque chose de très absorbant dans toute l'expérience de vivre ça avec ton père qui, tu sais pas trop où est-ce qu'il s'en va avec son idée, mais tu le suis. Puis, je pense que c'est ça, Nebraska, tu le suis, tu suis cet homme-là tu es sûr qu'il est dément, tu es sûr qu'il est Ouais. vraiment dément. Puis lui-même, on dirait même qu'il ne sait pas trop pourquoi il le fait, mais il le fait. Puis c'est pour ça, je pense aussi, que tu te places très, très bien dans le personnage de Will Forte. Là. T'as les mêmes maudits questionnements que lui. Puis je pense que dans les road trips puis les voyages comme ça, seul avec juste un membre de ta famille, ou ta copine, ou ton chum, ou peu importe, des fois tu le suis, puis tu sais pas trop pourquoi tu le Ouais. suis, mais tu le fais. Puis c'est tout. Puis, je sais pas, les moments de silence, la quiétude, quelque chose de très, très puissant là-dedans, puis quelque chose Mhm. que je cherche de plus en plus avec le temps, avec les années surtout, Ouais. l'espèce de silence, la quiétude. Ouais. Puis un peu la même question que je t'ai posée tantôt en terminant sur Punch Drunk Love. Si tu avais une scène, un moment du film qui te revient constamment en mémoire quand tu repenses à Nebraska, c'est laquelle? Oui, ben c'est le moment avec la famille, en fait. Ils vont à un moment donné voir la famille, leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis tellement longtemps. Puis le père explique pourquoi il fait le road trip avec son fils. Puis au début, il explique ça à la famille qui, au début,
les trouve un peu absurdes, un peu épais d'aller faire le voyage. Puis finalement, tu te rends compte avec le temps que finalement, ils se rendent compte avec le temps, en y réfléchissant, que c'est pas si fou qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Fait que là, ils veulent essayer de voler le prix du multimillion au père. Fait que dans le fond, c'est ça, ils repartent super rapidement. Puis je sais pas pourquoi, cette espèce de. Il y a une hostilité. Au début, ils sont super contents de les voir, puis après ça, il y a une hostilité qui rentre, qui est vraiment intéressante, je trouve. Et je sais pas pourquoi puis ça n'a pas rapport avec le road trip, ça n'a pas rapport Ouais. avec la quiétude que je parle depuis tout à l'heure. Tu sais, je sais pas pourquoi je sors cette scène-là, mais elle m'a vraiment marqué. Puis la transition de la perception entre la famille et ce duo-là qui s'en va en road trip, c'est vraiment le fun. Formidable. Et non, en fait, non, j'ai envie d'aller sur une dernière question avec ce film-là. Je veux t'entendre parler de ça. Il y a toujours quelque chose, je trouve, personnellement, il y a quelque chose de très touchant dans l'histoire de personnes âgées qui ont un but, qui veulent accomplir quelque chose avant de mourir. C'est Ouais. aussi touchant qu'agressant, en quelque part. Tu te dis, OK, mais justement, pourquoi tu veux te lancer là-dedans? C'est quoi ton rapport, ton lien avec les personnes âgées dans ton entourage? Je dois t'avouer que j'en ai pas assez. Mhm. Je suis pas connecté assez avec les personnes âgées autour de moi. Faut dire que mes grands-parents sont décédés. OK. Fait que ça, c'est. Euh, Puis ils n'étaient pas non plus agressants. Ils n'avaient pas des buts extraordinaires comme dans Ouais. le film, mais En fait, quand je veux dire agressant, c'est un mot péjoratif, mais c'est agressant dans la mesure où tu peux pas les arrêter de faire quelque chose, tu peux pas les empêcher de quoi que ce soit, puis ils y vont quand même. Mais tu sais, c'est ça, ou tu sais, ton grand-père, ta grand-mère qui sort une espèce de phrase raciste à Noël, puis t'es comme, je peux pas me mettre. J'aurais beau contredire cette personne-là, il y a rien que je peux faire contre ça, je peux pas changer oui. sa mentalité à cet âge-là, fait que tu le prends avec une certaine tendresse. C'est plus dans ce sens-là que je dis que c'est agressant, mais c'est tendre en même temps. Ah, définitivement, définitivement. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que quand, je sais pas, mettons, je sais pas dans la temporalité du podcast où est-ce qu'on va se ramasser, mais tu sais, bon, il y a Mhm. eu un moment de confinement où est-ce que tout le monde a dû se ramener à la maison. Je pense que ça, tout le monde Ouais. se rappelle. On parlait beaucoup des personnes âgées qui, Mhm. des fois, se battaient littéralement pour aller voir leurs amis ou quoi que ce soit, puis ils s'en foutaient un peu des risques du virus qui allait Ouais. peut-être les attaquer. Ils étaient confinés, mais ils voulaient sortir, puis ils sortaient des fois, puis ils contredisaient la loi, puis ils contredisaient à ce qu'on leur demandait de faire. Mais en même temps, c'est parce qu'ils ont tellement vécu des trucs que nous, on n'a pas encore vécu, puis ils ont tellement un bagage qu'on n'a pas, qui sont à un âge où est-ce que leurs décisions, ils le font tous dans un sens que je le fais parce que peut-être que c'est la dernière fois que je fais ça ou peu Ouais. importe, mais je vais vivre à fond, et ils le font Mhm. en le vivant à fond. Et ils disent des affaires. Ils savent que c'est une autre époque et ils savent qu'ils sont littéralement racistes peut-être quand ils le disent, mais ils le disent, ils s'en sacent. Tout à fait, tout à fait. Parce que avec le temps, tu te sacs de plus en plus de tout. Et je pense que c'est magnifique dans un sens de voir C'est de les entendre dire tout ça parce que tu peux pas les prendre au sérieux, puis tu es conscient de la situation dans ce temps-là, puis tu peux pas te fâcher contre eux. C'est ça. Ben non, c'est ça. Donc, sur ce, là, on va vraiment passer à ton troisième film, qui est Yes. aussi un de mes coups de cœur à vie. C'est un coup de cœur de ces deux réalisateurs-là. C'est des frères, donc bien sûr, on va parler des frères Dardenne. Non, je parle des frères Cohen, évidemment. C'est Inside Oui. Llewyn Davis. C'est un film de 2012 qui, encore là, c'est une brochette d'acteurs qui se peut pas. Là. C'est Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake qui joue un espèce de chanteur, une espèce de chanteur à gogo, là, une espèce de chanteur pop qui part du monde du folk pour faire de la pop. Ça n'a pas de sens. Ouais. Oui. John Goodman, Adam Driver. John Goodman, on y reviendra parce que quel rôle Il incroyable. est incroyable. Il revient dans le cinéma des Cohen avec ce film-là. Mais on va partir. C'est un Inside Llewyn Davis pour les gens qui ne l'auraient pas vu. C'est un gars qui s'acharne à faire de la musique folk. Ouais. Début des années 60, il ne sait pas encore que la musique folk va avoir une émergence incroyable. Il est sur le seuil de l'émergence du folk. Et le film se résume à une joke quand on comprend cet aspect-là. C'est
joke tout simplement d'un gars qui a décidé d'abandonner la musique folk le soir où Bob Dylan a fait son premier spectacle au mythique Gaslight Tavern de New York, de Greenwich Village. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ce film-là, tout est là-dedans. C'est de l'humour, il y a de la chanson, il y a du drame. Il n'y a pas beaucoup d'action. Là. Je pense qu'il y a un coup de poing, mais quel coup de poing! Quel coup de poing! Quel coup de poing! Parle-moi-en. C'est quoi ton rapport à ce film-là? Quand tu l'as vu la première fois, comment tu t'es senti? Je me suis senti exactement comme justement ce guitariste-là, ce musicien-là. Parce que ça se passe sur une semaine au complet, le film. Puis, peu importe qu'est-ce qui se passe, il se ramasse toujours un peu. Ça va jamais bien dans sa vie. Non. Pendant tout le film, il est pas heureux. Il essaye réellement, mais il essaye de se trouver des gigs, il essaye de c'est un espèce de voyage avec lui, puis tout le long, il se passe des merdes, où il se passe quelque chose de pas nécessairement le fun. Puis il se fait justement, il se fait péter à la fin par Bob Dylan. C'est tellement drôle. Comme c'est vrai que ça finit sur un gros gag. Puis c'est drôle parce que les frères Coen, ça finit souvent des films au complet, finit avec un gros gag à la fin. Puis le film finit de même. Burn After Reading, c'est comme tellement drôle à la fin. Joke. C'est une grosse joke, tu sais. Puis c'est ça, Llewyn Davis, c'est un gars qui est très, très seul, qui est très loner, qui est incompris. Il est conscient qu'il est incompris, il est conscient que tout va un peu tout croche dans sa vie. Il perd un chat à un moment donné, puis il sait plus où est-ce qu'il est. Tout commence par la perte du chat. Je pense que c'est ça, oui. La perte du chat qui l'amène à devoir aller coucher sur le sofa chez des amis, qui l'amène à se retrouver à Chicago pour essayer de vendre son album. Oui. Il enregistre la pire tune pop des années 60 à laquelle tu peux penser, l'affaire le plus cherry pop bonbon. Oui. Il enregistre là avec Justin Timberlake et Adam Driver. Il veut rien savoir de ce tune-là, il trouve ça poche, il veut juste prendre son chèque puis sacrer son camp chez eux. Puis qu'est-ce qu'on apprend vers la fin un peu du film, c'est que cette tune-là va devenir un énorme succès. Oui. Puis qui aurait pu toucher des redevances incroyables. Ça va juste de mal en pis constamment. Il n'y a rien qui va bien pour ce gars-là. Mais non, jamais. C'est drôle de le voir tomber dans une spirale. C'est tendre. T'es juste comme, ben là, je voudrais bien te ramasser, mais t'es aussi responsable de ton malheur, mon boy. Là. Absolument. Il fait des très mauvais choix, des très mauvais moves. Mais ce qui est le fun aussi, puis c'est pour ça encore, c'est un film d'ambiance. J'aime l'ambiance. Mais tout le long, le film, la pellicule, c'est gris, c'est bleu foncé. C'est jamais des couleurs très joyeuses. Ça va vraiment avec l'idée on est dans la tête de Llewyn Davis, le personnage principal, qui est. Je pense que c'est ça, la première performance d'Oscar Isaac que j'avais vue de ma vie. Et c'est devenu automatiquement un de mes acteurs préférés à cause de ce film-là. Mais tout l'autre est dans sa tête, puis t'es jamais vraiment bien. Puis c'est ça qui est magnifique et qui est très le fun, c'est que justement, les frères Coen t'amènent vraiment dans un coin, puis t'auras pas de fun, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour dans chacune des scènes. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est que quand tu regardes les scènes, c'est dramatique. Quand tu fais une narration de la scène ou tu racontes la scène après ça à voix haute, c'est drôle. Ben oui, c'est ça la beauté. J'ai parlé tantôt du personnage que joue John Goodman, qui est un espèce de gars qui fait du blues, qui a un mépris complet du folk. Oui. Ce gars-là marche avec 2 cannes. Oui. Il est assis en arrière dans le char, il ronfle, il fait juste chialer sur ce que tout le monde fait parce que c'est pas assez noble, parce que lui, il est donc bon avec son blues. Llewyn Davis a son chat, puis il est comme, moi, c'est quoi ton show? Tu grattes de la guitare, puis le chat crache une boule de poêle. C'était comme, pourquoi j'en dirais ce gars-là? Puis, ultimement, ce gars-là, on spoil un peu là, à l'émission, mais ce gars-là, ultimement, fait une overdose d'héroïne dans une salle de bain. Oui. T'as aucune compassion pour lui. Non. C'est comme, mais c'est un vieux monsieur en béquille, puis en béquille, en canne. Je devrais avoir un petit peu de compassion pour lui, mais non. Puis justement, c'est dramatique faire une overdose d'héroïne dans une salle de bain d'un truck stop entre New York et Chicago, mais pour lui, tu fais, hey man, c'est juste drôle, là. Parce que Totalement. T'es une épine de plus dans le pied de ce gars-là qui veut
qui veut juste s'en sortir, mais qui n'est pas bon, Llewyn Davis qui n'est pas assez bon pour se sortir de quoi que ce soit. Il va porter son album à un gros manager à Chicago, justement, pour jouer dans une salle. Puis le gars, il est comme, ben, c'est bon, mais c'est moins bon que le duo que tu fais avec ton ami. Ton ami, il est où? Ah, ben, il s'est jeté en bas du pont de Brooklyn. Ben, désolé, retourne chez vous, je veux rien savoir. C'est ça tout le long. C'est ça, tu sais, il y a un pathétisme, mais c'est ça, c'est toute l'ambiance qui est magnifique. C'est la musique folk qui est tellement bonne, ça n'a pas de sens. La musique est absolument spectaculaire, puis tu sais, c'est très, très touchant tout le long. Il y a une phrase à un moment donné, Llewyn Davis, il se ramasse dans une salle de bain, puis il s'assoit sur la bolle, parce qu'il est dans une des salles de bain, puis il voit qu'il y a quelque chose qui est gravé sur un des murs, puis la phrase c'est « What are we doing? » C'est simple de même, c'est « Qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. What are we doing? » Puis c'est vraiment ça que tu te poses pendant tout le long du film, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Il se demande ça tout le long, il n'y a jamais de réponse. C'est ça, il y a jamais... Puis il prend pas ses responsabilités, mais il sait qu'il s'enfonce de plus en plus, il n'est pas capable de remonter à la surface jamais. Mais c'est tout à fait magnifique. Les couleurs, la cinématographie dans ce film-là est absolument fabuleuse. Tu sais, je veux dire, c'est la neige, il fait frette, puis ça paraît, là. Tu sais, à travers le film, il fait frette, puis tu le vois à travers la pellicule, puis... c'est la première fois que je me suis amusé de dire, quand je t'avais parlé de ce film-là, tu sais, à quoi ça sert. Tu sais, je me demandais à quoi ça goûterait un film, tu sais, un botch de cigarette, puis ça goûte ça, ce film-là. Tu sais, c'est un botch de cigarette mouillé, dégueulasse. Ouais. Puis tous les plans, je ne sais pas comment les Coen ont fait ça, mais tous les plans ont l'air d'être une pochette d'album folk des années 60. Ça n'a pas de sens. La photographie, mais tu disais la pellicule, le grain de cette image-là. Surtout justement dans le bar en soi. Dans le bar avec la fumée puis les spotlights, il y a une qualité dans ces scènes-là. En tout cas, je comprends vraiment pas comment ils ont fait, parce qu'il y a une qualité de l'image et de la lumière qui est folle. Puis toi qui travailles beaucoup dans les bars, parce qu'on a dit que tu faisais beaucoup de podcasts, mais tu es aussi technicien de son pour beaucoup de soirées d'humour à Montréal, quelques-unes en région aussi. Y a-tu des moments où tu regardes ce qui se passe backstage, peut-être moins aujourd'hui, mais où tu fais, là, j'ai l'impression d'être dans Llewyn Davis? Est-ce que tu as déjà vu des humoristes sortir d'un show puis vouloir abandonner, ou des espèces de guerres de jalousie? On nommera pas de nom, évidemment, là, mais as-tu déjà vu des moments comme ceux-là? Oui, c'est arrivé quelques fois. J'ai vu des humoristes littéralement vouloir arrêter après certaines soirées. Ouais. Puis c'est pas du monde qu'on connaît maintenant parce qu'ils sont souvent partis. Mais tu sais, comme voir la dernière performance de quelqu'un, ça c'est déjà arrivé. C'est bien spécial parce que tu sais, ils sont toujours un peu comme c'est-tu ma dernière performance, c'est la dernière fois que je joue, c'est-tu pas la dernière? Puis tu sais, tous les humoristes, évidemment, tous les autres artistes sont un peu mal autour de lui, puis ils savent pas trop quoi dire, puis sont un peu tous tu sais, ils essaient d'encourager tant qu'ils peuvent, mais tu sais, tu le sais que c'est pas mal fini. Tu le vois, l'artiste est complètement il est parti, puis là. Puis de voir ces départs-là, c'est très spécial. Et oui, je me suis ramassé 2-3 fois, un peu comme dans un Llewyn Davis, avec justement le personnage qui il dit bon, ben, c'était fini, c'était la dernière fois. Et c'était le fun, le temps que ça a duré. Mais ouais, c'est arrivé quelques fois, fait que c'est bien spécial quand ça arrive. Super, écoute, là-dessus, on va faire une mini pause. Puis pour vrai, je vous invite vraiment à regarder ces 3 films-là. Inside Llewyn Davis, si vous le regardez, écoutez la trame sonore du film. C'est une trame sonore magnifique qui va vous rester en tête. Il y a des chansons là-dedans qui vont vous transpercer l'âme. Et le film est librement inspiré d'un vrai chanteur folk de New York, qui lui n'a jamais abandonné, mais qui n'est pas nécessairement connu, qui s'appelle Dave Van Ronk. Et si vous pouvez mettre la main sur des albums de Dave Van Ronk, ça vaut absolument la peine d'être écouté. C'est hyper touchant. Il y a une voix qui sent la cigarette. Tu disais que le film goûte la botche. Lui, il a cette vieille voix-là dégueulasse. Il devait l'avoir à 23 ans. On aime tellement ça. Puis, c'est un des seuls films des frères Coen qui est vraiment à thématique musicale. Oui.
C'est Ouais, l'autre avec d'avant Oh qu'on a vu, Brother, ouais. Oh Brother, puis qui était leur autre gros film musical. Puis fait que c'est le fun de les voir revenir justement à. Tu sais, j'ai l'impression que justement, tu sais, ils ont fait Oh Brother, puis après ça, ils ont fait. On veut faire un autre road movie ou un autre voyage. Et la musique doit être vraiment impliquée dedans. Fait qu'on. Tu sais que ça, Inside Llewyn Davis, tout, c'est vraiment, vraiment un très beau récit. Ouais. Donc, on fait une petite pause, puis on revient de l'autre côté. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de film avec mon invité Charles Chuck Thompson-Leduc, avec qui en première moitié, on a parlé de ses coups de cœur qui étaient Inside Llewyn Davis des frères Coen, Nebraska d'Alexander Payne et Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Oui. 3 grands films, des films avec des grands castings, des gros castings, beaucoup de comédiens. Le film que t'aimes moins ou que tu détestes, on va y aller même avec le mot détester, n'y fait pas exception. C'est un gros casting. Un film qui a été démoli par la critique et par à peu près tout le monde, c'est Suicide Squad, un film de 2016 produit par DC Comics de David Ayer. Enfin, je dis réalisé par David Ayer, c'est plus réalisé par une boîte de publicité. On reviendra là-dessus. On pourrait dire ça. Oui, tout à fait. Ça met en vedette, ça met en vedette des bons comédiens. C'est ça qui est encore plus frustrant. C'est Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Ben Affleck aussi, qui est dans une petite apparition, quoique Jared Leto aussi, c'est une petite apparition rendue là. Pour ceux qui sont pas familiers avec l'univers de DC, c'est quoi Suicide Squad de Chuck? Ben, The Suicide Squad, c'est basé sur une bande dessinée de DC Comics. C'est une agence gouvernementale secrète qui décide de recruter les méchants, en fait, ceux qui sont les pas fins, en fait, de l'univers de DC. Donc, on parle de Batman et de Superman, mais ça, c'est les méchants de Batman et Superman. Donc, en l'occurrence, tu as le Joker qu'on connaît, mais tu as plein de méchants comme Deadshot, Harley Quinn, et j'en passe. Ils sont comme une bonne gang. Puis, ils décident, ils sont un peu comme contrôlés par le gouvernement, mais ils sont contrôlés pour aller essayer d'éradiquer un ennemi encore plus grand. Et c'est ça, ils partent ensemble, toute la gang, pour aller éradiquer cet ennemi-là. Et c'est ça. Ça... Et de là, les embûches commencent, mais pas juste les embûches pour les protagonistes du film, mais les embûches scénaristiques, les embûches de montage, de production. C'est un film qui se cherche tellement qu'ils savent pas quoi faire. Mais, tu sais, juste pour remettre dans le contexte, DC est en 2008 est au sommet du monde. Ils viennent de sortir de Dark Knight, qui est un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Batman est le héros sur la planète que tout le monde aime. Tout à fait. C'est réalisé par Christopher Nolan. Tout allait pour ce film-là. Tout allait bien pour DC, pour Warner Bros. Puis ils se sont dit, on peut faire du cash avec ça. Marvel arrive dans le rétroviseur avec Iron Man, puis avec une promesse que les Avengers s'en viennent. Et DC fait OK, ça c'est en train d'être une grosse vague. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On va créer notre propre univers. Notre propre univers étendu, donc avec Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, tous ces personnages-là. Puis ils se sont dit, on va tous les garrocher en dedans de 3 films, ce que Marvel a fait avec, à cette époque-là, une quinzaine de films. Ça a été garroché. C'est... Garroché par 854 000 producteurs de chez Warner qui...
ont tous décidé de mettre de dire leur petit mot, puis à cause de ça, ça a donné une grosse giblotte de n'importe quoi. C'est un film qui ne tient pas bien la route par son rythme, par son montage, par toutes sortes d'éléments qui font en sorte que ça donne un désastre, en fait, en termes Oui. de film, un vrai désastre cinématographique et un désastre qui m'a littéralement fait rager de mon siège et Mhm. j'étais physiquement enragé. On pouvait me voir frustré après 30 Wow. minutes. Je me disais que je perdais mon temps en regardant ça. Tout le long, je me disais que je perdais mon temps. Ouais, vraiment, là, ça m'a profondément heurté ma fibre cinématographique. Mhm. Puis c'est ça qui est crève-cœur, c'est on peut même pas parler de Suicide Squad en tant que font à parler pour dans quel contexte ça s'inscrit, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Tu sais, c'est un film qui est plus intéressant sur l'envers du décor que sur le film en tant que tel, mais Oui. tu sais, si ça fait rager, puis j'ai dit un peu à la blague que c'est un film réalisé par une boîte de pub, mais le film est arrivé en réponse aux Gardiens de la Galaxie, où c'était Oui. justement la tentative de Marvel d'amener des héros dont personne ou presque n'avait jamais entendu parler. On va faire un film avec même pas Starman, comment il se fait appeler dans ce film, dans Les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, Star-Lord. Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, qui sont des noms inconnus en 2014. Oui. L'été 2014, les Gardiens de la Galaxie arrivent, puis mon Dieu, c'est domaine exceptionnel, tout ce qu'ils font, puis ils remportent le box-office. DC voit ça, ils font, ben nous autres aussi, on peut faire notre film avec notre gang de Rascals, notre gang de laissés pour compte. The Underdogs. Le Underdog, on va faire Suicide Squad, la bande-annonce sort, et la bande-annonce est tellement bonne. C'est sur Bohemian Rhapsody de Queen. Toute la bande-annonce promet un film exaltant, un film prometteur. Ça a l'air tellement bon que la boîte de prod d'ici se dise on prend ça, vous avez fait tellement une bonne bande-annonce, vous allez faire le montage du film. Oui. Et c'est une des graves erreurs, sinon la pire erreur de toute cette production de merde-là. Puis ça se plante. Puis t'arrives au final, puis tu fais ouais, c'est monté tout croche, c'est monté comme une bande-annonce. Ils ont tourné plein de scènes avec Jared Leto en Joker, qui, bon, on pourra s'obstiner à savoir si c'est le meilleur, le pire, à oublier, à se rappeler, comment il s'inscrit en tant que Joker, mais ils ont filmé quasiment un film complet, puis c'est réduit à quoi? 8 minutes dans tout le film, là, à peine. Oui, vraiment. Puis c'est ça ce que j'ai vu selon. C'est quoi? C'est one image per second. Il y a un groupe YouTube qui décortique bien les films et les montages des films. Je me rappelle plus c'est quoi, genre, quel est le groupe, mais il disait que c'est 3 sources différentes qui ont fait le montage. Il y a David Ayer qui avait fait sa rough cut. Tu as une autre source de réalisateur, puis tu as l'agence de pub qui a fait la bande-annonce de Suicide Squad, qui a fait son propre montage, et ça a été un mishmash de ces 3 affaires-là. Fait que ça a donné n'importe quoi. Ça a donné un montage tout croche, un rythme mauvais, des répliques, les personnages pas intéressants, on les connaît pas, on ne connaît pas leur origine. Ils font des espèces de petites vignettes pendant le film, pendant comme 6, 7, 8 minutes, où on montre un peu les origines des personnages, mais t'es pas du tout, tu les connais pas du tout. Et ça a donné, c'est ça, cette gang-là qui finissent par battre une bébête que tu t'en fous, mais tout le long. Tu sais pas trop pourquoi elle vient attaquer un des personnages dans le film. Mel l'attaque, puis elle devient cette espèce de sorcière-là, et il faut qu'on la tue, puis qu'on sorte on s'en sac tellement, et on n'a aucun attachement avec aucun des personnages, et surtout, je veux dire, avant le film, on vendait probablement la plus grosse affaire qui était vendeur pour ce film-là, c'était le Joker, c'était Jared Leto. On allait vendre, puis on mettait beaucoup, beaucoup de poids médiatique sur l'image, la première image qui est sortie de Jared Leto dans le temps, avec son beau gros damage dans le front. Oui, parce qu'il se la joue petit gangster contemporain avec
des tatous dans le visage. Je veux dire, il s'est fait tatouer damage dans le front. Il y a un J tatoué comme une larme sur le bord de la paupière. Tu sais, il y a plus, t'as plus l'impression qu'il a fait de la prison en Russie que c'est vraiment le grand boss du crime de Gotham, là. Puis, je vais un peu défendre le personnage Oui, du Joker, mais surtout Jared Leto. oui. J'ai pas l'impression que le personnage du Joker était si mauvais que ça. Par contre, j'ai vraiment l'impression que le film n'y a pas rendu justice, aucunement, Mhm. en fait. Et que le peu de temps qu'on avait, c'était des performances. On voulait mettre à quel point on voulait montrer à quel point Joker était méchant, puis tout ça. Puis à cause du manque de temps qu'on lui accordait dans le film, ça a fait en sorte que le Joker est juste passé. Les gens le percevaient comme mettant un mauvais Joker. Puis j'étais comme, peut-être pas. Peut-être qu'il était juste pas bien. On lui a pas donné assez de temps dans le film. Et comme de fait, on le voit, comme tu dis, 8 minutes, 10 minutes en tout dans le film. C'est un film qui dure à peu près 2h20 pratiquement. Je sais pas trop combien de temps, Exactement, mais c'est d'une absurdité c'est sans bon long, sens. là. Tu sais. Ouais, Ton ouais. personnage principal, ton méchant principal, c'est le moment où tu le vois le moins. Tu sais. Mhm. Tu vois plus souvent Harley Quinn, tu vois plus souvent Deadshot, que pour vrai, on s'en foutu Ouais. de Deadshot. Je veux dire, je ne comprends pas le rythme et le partage des rôles dans ce film-là. Et ça donne un film qui est tout croche et qui est vraiment, vraiment frustrant. Ouais. Ouais. Tu sais, Will Smith, c'est pas un acteur dégueulasse, là. On va se le dire. Il arrive à Non, faire des non, bonnes non. affaires. Ben oui. Mais Will Smith, c'est toujours une histoire de un papa. C'est très papa stories, là. Il est avec ses enfants, puis regardez ça comment c'est un bon père. Il a des bonnes valeurs, il transmet des bonnes affaires. Ou sinon, il a perdu son enfant, puis ça l'affecte le restant de sa vie. Puis là, tu le mets dans un film de méchant où tu te dis, cool, Will Smith va être un méchant. Et non, c'est un papa endeuillé qui a décidé de se venger sur le reste du monde, mais la perte de son enfant, là, c'est ça qui le drive, puis il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que mais c'était vraiment un bon père. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas envie d'avoir cette compassion-là pour un méchant dans un film où est-ce que l'autre pendant, c'est le Joker qui est censé être fou, puis Margot Robbie qui joue Harley Quinn qui est une arme de destruction massive sortie d'une boîte à surprise. Mettez-moi pas ce background-là de personnage, là. T'as tout à fait raison. Puis, je veux dire, tu peux avoir de la compassion pour des méchants, tu sais, qui étaient des bons papas. Mettons, on va prendre le même exemple, là, mais du Ouais, côté Marvel, c'est ouais. Sandman dans Spider-Man 3. Le Sandman, film ouais. Spider-Man 3 était pas super bon. Personnellement, j'ai pas vraiment trippé. Il y avait trop, tu sais, quand on dit trop, c'est comme pas assez, là, c'est la définition Spider-Man 3 de trop, c'est comme pas assez. Puis même Suicide Squad, trop, c'est comme pas assez, vraiment. Mais Spider-Man 3, il y avait énormément de problèmes. Puis tu sentais à la fin que Sam Raimi était tanné de travailler sur la franchise, puis ça faisait 10 ans qu'il était là-dedans. Mais, n'empêche, le personnage de Thomas Hayden Church, Sandman, dans Spider-Man 3, était très intéressant et même touchant, en fait, parce qu'il y avait vraiment de la misère. Et tu suivais son histoire. Et là, tu fais comme un bon papa de ça qui l'a vraiment arraché, qui est devenu méchant malgré lui. Et c'était bien expliqué, c'était bien écrit, puis ça fitait bien dans l'histoire. Ouais. Deadshot, Will Smith, tu le regardes et tu fais, t'es devenu un méchant dans Suicide Squad à cause du chèque et rien d'autre. Oh, ouais. Tu n'as pas regardé le script où Warner Brothers avait trop d'argent à t'offrir pour que tu dises non. Et c'est ça qui s'est passé vraiment. Là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont dit, tu sais, t'as fait le film Pursuit of Happiness. Ouais. Ouais. Imagine ça, mais avec un gun. OK. Ouais. Parfait. Ouais, exactement. Mais tu sais, ce qui est plate, c'est que tu reviens par exemple à Jared Leto, là, c'est que, tu sais, Jared Leto, apparemment, qui est passé à travers un gros processus pour créer son personnage du Joker, tu sais, il a fait lui-même ses recherches, il s'est lui-même isolé, il a lui-même travaillé sa voix, il a vraiment travaillé fort. C'est comme c'est ça, c'est comme tu lui donnes le rôle de l'arbre dans la petite pièce du primaire. Mais Raphaël, 8 ans, a fait ses recherches sur les arbres, OK? Exactement. Il a travaillé super fort, puis tu lui donnes comme 8 minutes pour qu'il shine, puis après ça, tu remets Margot Robbie puis Will Smith. C'est absurde. Ce film-là m'a enragé, m'a frustré, m'a choqué. Il n'y a pas grand-chose que j'ai trouvé de bon. La musique, même la musique, on va mettre une belle soundtrack, le fun, comme dans Guardians. La musique est bien, c'est de la bonne musique, mais elle est
je trouve qu'elle est mal placée. Puis encore une fois, problème de pacing, problème de montage. Il n'y a rien qui va pour ce film-là. Donc, c'est un film qui m'a vraiment profondément frustré. Ouais. En fait, si je dois lancer des fleurs à Suicide Squad quand même, c'est justement Margot Robbie qui a livré toute une performance. Puis oui, j'étais content de la retrouver dans son film Harley Quinn dans Birds of Prey. Je l'ai pas vu encore, j'ai hâte de le voir. Que moi, j'aime beaucoup et je vais le dire au podcast que je trouve qu'il est un film nettement supérieur à Joker. J'en reparlerai de Joker d'autres fois. Mais, mais ouais, non. T'as l'impression qu'elle est née pour ce rôle-là, que c'est elle, Harley Quinn, il n'y a personne d'autre qui peut faire ça, il n'y a personne d'autre qui comprend ce personnage-là, il n'y a personne d'autre qui a cette énergie-là. Oui. Oui, chapeau à Margot Robbie. Tu sais qu'elle est capable de faire des rôles de composition. Elle est capable de faire des rôles de composition, puis elle est capable depuis que je l'ai vu, moi, dans I, Tonya, je sais qu'elle est capable de prendre un rôle et de l'assumer à 1000%. Et tu fais comme c'est pas juste une actrice qui s'avère être très, 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 très belle et très jolie et qui va jouer une bimbo. Non, pas du tout. Elle est extrêmement sérieuse dans sa recherche et elle est capable de faire des rôles et les prendre à 100%, y compris les rôles de bande dessinée, les rôles comiques et les rôles de super-héros. De super-héros qui sont hyper pop, bubblegum, bonbons, rose, très... je sais pas, tu sais, c'est comme très girly avec un AK-47, là. Je sais pas trop comment le dire. C'est ça. C'est déjanté, mais ça marche. C'est ça. Puis si on reste dans le domaine du girly, segway. Encore un autre beau segway. Ton plaisir coupable, c'est Mean Girls 2004 de Mark Walters. Mark Walters, mais bon, le réalisateur est un peu oubliable là, dans le processus. C'est surtout un scénario de Tina Fey. Tina Fey, à qui on doit des années de sketchs sur Saturday Night Live, à qui on doit la série 30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt. Oui. Puis là, elle débarque en 2004. Elle sort tout juste de Saturday Night Live avec Mean Girls, qui met en vedette Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amy Poehler, Amanda Seyfried. Plein d'acteurs qui sont au top de leur game, là, on va le dire. Dans la proposition la plus répugnante, qui veut voir ça au cinéma, qui est intéressé? Et pourtant, tu finis un moment donné par le voir pour une raison ou une autre, puis tu fais, ben, bordel, ça marche. Quel bon film! Quel bon film! J'ai tellement du plaisir à regarder ça. Go Absolument. Girls! Go Girls! Go Girls, solide! Notez en passant que l'histoire n'est pas créée par Tina Fey, ça vient d'un livre, en fait. Oui. Et Tina Fey a fait la scénarisation du... C'est vrai. Donc, mais on sent quand même sa patte patte tout le long dans les dialogues, dans les mises en scène, les situations. C'est très dans son style. Même la musique, à la limite, fait Tina Fey. Totalement. Je veux dire, entre, mettons, Mean Girls, tu regardes 30 Rock, tu regardes Unbreakable Kimmy Schmidt, tu vois, tu sens que Tina Fey qui est derrière ça. C'est quand même assez incroyable. Ce film-là, c'est quoi? C'est un... Pardon? L'histoire rapidement. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune ado qui arrive dans une école secondaire après avoir passé sa jeunesse en Afrique. Et elle arrive pour la première fois dans une école secondaire et elle découvre la jungle qu'est l'école secondaire, le high school, la bonne vieille école secondaire américaine. Avec toutes ces gangs. Un peu comme Camille dans Radio Enfer. On pourrait faire un parallèle. Un peu comme Camille dans Radio Enfer, en fait. Il y a vraiment de similitudes avec Camille. Faudrait faire des recherches, mais on les quand même. Et puis, c'est ça. C'est cette jeune adolescente-là entre et rencontre plein de gangs et plein de gens de plein de milieux et commence à découvrir qu'est-ce que c'est cette réalité-là. Et avec le temps, elle commence à se rendre compte qu'elle veut, dans le fond, s'infiltrer parmi une gang de filles qui sont, disons dire, très méchantes et qui vont parler dans le dos de tout le monde et qui sont un peu les plus populaires. Et elle décide de vouloir s'infiltrer dans ce groupe-là pour
prendre une revanche, faire une revanche, en fait, sur un groupe de jeunes qui veut de la justice, en fait, puis qui trouve que c'est pas cool, c'est pas correct ce qu'elles font, ces méchants ados-là. Et elle finit par prendre part au jeu de ce groupe-là de filles très populaires et, à mon avis, elle se perd, en fait, entre ses vrais amis et cette gang-là de filles-là qu'on appelle les plastiques. Alors, et bien évidemment, tout le long, il y a des références à la jungle et dans le fond, ce qu'elle a vécu plus jeune, dans le fond, en Afrique. Donc, il y a des beaux parallèles qui se font tout le long de ce film-là. C'est un film très, très léger, mais ce que j'aime Oui. The Mean Girls, c'est que ça ne tombe jamais dans la facilité, la gratuité des films d'ados traditionnels qu'on connaît. Tous les American Pie et tous les films d'ados, en fait, qu'on connaît, point final. Il y a beaucoup de petits moments inutiles, des gratuités, des moments qui servent à rien, du superflu, du gros... c'est ça, du gros n'importe quoi, des fois, qui se ramasse. Et dans ce film-là, c'est pas vraiment... Tout est bien construit de A à Z. C'est tout réfléchi, puis c'est ça qui est étonnant, Mean Girls, c'est après ma barre, tu regardes l'affiche, tu regardes comment le film se vend, puis tu fais, mon Dieu, ce qu'il va avoir. Ça va être le film d'ado traditionnel. Oui, mais non, oui. il y a beaucoup d'intelligence qui a été mise dans ce film-là. Donc, oui. Tellement. Est-ce qu'encore là, il y a une scène, un moment quand tu repenses à Mean Girls, qui te revient en mémoire? Ben, c'est évidemment la scène où est-ce que tous les ados, en même temps, il y a une période de crise où est-ce que tout le monde pète leur coche Oui. et tout le monde découvre le livre secret avec tous les secrets de tout le monde et lit les secrets de un et l'autre et commence à péter des coches un envers l'autre. Et là, il y a un parallèle qui se fait avec la jungle. Ouais. Et là, tout le monde devient des animaux un peu enragés et tout le monde se chicane, se chamaille, se tiraille. Et c'est vraiment bien fait. C'est un moment, c'est un moment assez catalyseur dans le film qui comme ramène un peu, après ça ramène un peu tout le monde à l'ordre et on essaie de... Mais c'est comme le moment de crise qu'on ne voulait pas qu'il arrive et qui se passe finalement. C'est ça. Juste avant qu'on termine, Chuck, on a Oui. encore un peu de temps. Yes. On n'en a pas parlé, mais toi, tu es un gros fan de cinéma journalistique. Ouais, les thrillers journalistiques. Les thrillers journalistiques, des films basés sur des enquêtes. Ouais. Que ce soit All the President's Men, Ouais. que ce soit The Post, qui est un peu un prequel à All the President's Men. Oui. Qu'est-ce qui vient de chercher de ces films-là? C'est toujours la même chose, c'est que c'est des histoires souvent de journalistes qui sont des loners, des gens qui sont par eux-mêmes, quoi que ce soit, mais qui trouvent la perle rare, l'histoire qu'on ne peut pas sortir, qu'on n'a pas le droit de sortir dans les différents journaux ou sur les différentes tribunes. Alors là, tu sais, ils travaillent sur leur enquête, travaillent sur leur histoire, puis là, ils se ramassent, ils sont toujours confrontés à leur chef de pupitre ou leur directeur de nouvelles, qui est tout le temps interprété par Helen Mirren. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours elle qui est là. C'est toujours elle qui s'en occupe. C'est pas elle, ça se ramasse à être... Meryl Streep. Meryl Streep, là. Oui, ou tu sais, sinon, c'est toujours une espèce de vieux monsieur un peu grincheux, là. Oui. Dans un des films, ça a été Tom Hanks. Dans un autre film, c'est toujours... Oh, et puis le gars qui est comme, non, votre histoire, si on la publie, ça va détruire notre journal. Exactement. Ouais, et c'est ça, justement, tu sais, c'est qu'au-delà de juste sortir cette histoire-là qui change les vies, qui va complètement changer la vision du public à propos d'un certain sujet, d'une population pendant une certaine époque, un certain sujet, ben c'est aussi on défend le journalisme à tout prix à travers... Oui. Mais nous sommes le quatrième pouvoir. Exactement, tu sais, puis ces films-là, je sais pas si tu as remarqué, mais sont souvent très, très bien critiqués parce que ça flatte les journalistes dans le sens du poil. On se le cachera pas, là, mais c'est aussi, ça reste des films qui sont hautement divertissants. Moi, je suis un gars de médias, j'aime beaucoup tout ce qui est le journalisme, tout ce qui est le monde de la télé. Fait que ça passe de
de Post, Spotlight, Frost Nixon, Ouais. Talk Radio pour la radio, Walk the Dog. C'est des bon, films. Talk C'est Radio, tellement bon. c'est un huis clos, c'est ça? C'est un gars dans un studio qui parle avec un Ouais. gars un peu fou pendant 1 heure et demie, quelque chose comme ça? Ben, pas un peu fou, en fait. C'est l'histoire d'un animateur de radio qui divertit une ville et qui est sur le bord de devenir national. Donc, son émission passe à travers tous les États-Unis. Et c'est un gars qui est hautement controversé parce que ses propos sont hautement controversés. Il est comme Jeff Fillion, mais disons avec un peu plus de répartie, disons, dans ses propos. Okay. Et il est très, très bon et il est capable d'être très polarisant. Et c'est vraiment une très, très bonne... Puis c'est le fun parce que le film se passe en un moment. Tu sais, ça se passe durant une émission, juste quand on s'apprête à ce que l'émission devienne nationale. Et t'as ce gars. Malheureusement, je me rappelle plus du comédien qui joue, mais il y a une voix. C'est un gars de radio, tu le vois. Mm-hmm. Au-delà d'être un comédien, c'est aussi un gars qui a fait de la radio, ça paraît. Et c'est évidemment, moi étant un gars de radio, un gars qui aime mais comme tellement ce médium-là, c'est un film qui vient beaucoup, beaucoup me chercher. Mais au-delà de ça, c'est tous les films de journalisme et les Shattered Glass avec Ryan Phillippe, qui est un petit film qui est passé un petit peu dans le beurre, mais qui est excellent, sorti au début des années 2000. Il y a aussi les documentaires sur le journalisme qui me passionnent, comme Page One, qui parle à l'intérieur du New York Times. Puis là, c'est ça, c'est drôle, on en parlait de journalisme et de médias. Mais là, je viens de me préparer la série The Newsroom, qui est une série sur justement, une salle de nouvelles, une série de HBO qui vient de sortir. Puis aussi, un show que je n'avais pas parlé, mais que j'ai vu, The Morning Show, une série de Apple Plus. Avec Steve Carell, Reese Witherspoon. C'est des gens qui... Il y a un scandale de #MeToo qui frappe une station de télé qui fait justement le Morning Show, une émission style Salut, bonjour. C'est un peu comme si Gino Chouinard était pris dans un scandale sexuel, là, en quelque sorte. C'est ça. C'est comment sa co-animatrice de toujours essaie de vivre avec ce scandale-là. Là. Puis c'est fun parce que c'est ça vraiment, tu veux voir une performance hallucinante de Jennifer Aniston, tu vas voir The Morning Show. Parce que Jennifer Aniston, c'est elle qui sort de la série littéralement, elle est tellement bonne. Puis là, j'ai parlé de tous ces films-là, mais évidemment, je n'ai pas parlé de mon film, disons, de prédilection, de thriller journalistique qui s'appelle State of Play. C'est un film avec Russell Crowe et Rachel McAdams, un peu comme dans Mean Girls, mais là, elle joue une journaliste. C'est drôle parce qu'elle joue... C'est pas de Jay Roach, ça? C'est un film de Jay... non, là, tu parles du film de Fox News qui vient de sortir, ça fait pas longtemps. Oui. Avec Jay Roach qui a réalisé Bombshell. Oui, exact, OK. Non, c'est ça. State of Play, c'est avec Rachel McAdams puis Russell Crowe. Et c'est, dans le fond, l'histoire d'un scandale politique qui se passe avec Ben Affleck. Et on se rend compte qu'en creusant un peu plus profond, on se rend compte qu'il y a des scandales encore plus gros avec l'armée qui est impliquée là-dedans, tout ça. Et ça devient une espèce de thriller journalistique / politique en même temps. Donc, c'est bien le fun à écouter. C'est bien le fun. Cool. Ben écoute, là-dessus, sur ces belles recommandations-là, sur tous les films que t'aimes, celui que tu détestes, qu'on n'ira pas voir, tous les autres, pour vrai, je vous les conseille. Chuck, si les gens veulent te rejoindre, veulent savoir où te suivre, qu'est-ce qu'ils font? Le plus simple, ça serait vraiment d'aller sur ma page Facebook, Charles Chuck Thompson Leduc, sur Facebook. Mais sinon, il y a une place que je pourrais peut-être vous recommander vraiment plus que les autres, c'est Le Petit Bonheur, qui est mon podcast quotidien. Et pourquoi je le recommande? C'est parce que toi, mon cher Guillaume, tu es souvent comme collaborateur au Petit Bonheur. Je suis chanteur maison, en fait. Oui, totalement. À chaque fois que tu fais comme tu t'introduis, tu chantes pour notre bon plaisir. Et c'est pas lourd du tout. Je veux juste le spécifier aux auditeurs. Ce n'est pas lourd du tout. Ben non, on n'a pas le goût de fermer ton micro là, quand tu chantes. Là. C'est pas du tout ça. Mais ça me fait plaisir. C'est tellement le fun de t'avoir comme collaborateur. Puis c'est très gentil.
on fait vraiment des bons shows. Tu sais, c'est un show quotidien. Nous autres, c'est un podcast de lundi au vendredi. On reçoit un artiste, on lui pose plein de questions. On pose des questions à tout le monde, vraiment. Et c'est le fun parce que c'est ça, les auditeurs, auditrices, ils nous reviennent en disant comme j'aimerais ça faire, comme prendre part de la conversation, j'aimerais ça donner mon point de vue ou mon avis ou répondre au sujet. Puis quand on entend ça, on sait qu'on a fait une belle job parce que on sait c'est un show qui est engageant pour l'auditrice auditeur qui l'écoute, puis en tout cas, ça sort super bien, on est bien content de ça. Et c'est un podcast quotidien, donc à tous les matins, vous avez votre petit bonheur dans votre appareil de balado. Exactement. Merci tellement de me laisser plugger ce show-là, je l'apprécie beaucoup. Ça me fait tellement plaisir. Et sur ça, mon nom est Guillaume Saint-Cyr, avec mon invité Charles Chuck Thompson Leduc. On a jasé de film. Yeah!